Alors cet atelier va traiter les entités qu'on peut voir au niveau pulmonaire dans un contexte onco-hémato, et on va essayer un tout petit peu de faire le tour des principales pathologies qu'on va retrouver dans cette entité-là. Alors, bref rappel, les hémopathies malignes sont des proliférations anormales, matures ou immatures et anarchiques de cellules hématopoïétiques à point de départ médulaire et périphérique. Grosso modo, elles sont scindées en hémopathie myéloïde et en hémopathie lymphoïde. Et on peut aussi les classer selon le type primitif, le siège de l'anomalie, c'est-à-dire intramédulaire dans la moelle osseuse ou extramédulaire aussi, ça peut être retenu comme classification. Et on peut aussi les classer selon est-ce que c'est une hémopathie qui a une manifestation aiguë ou plutôt des répercussions aiguës et d'autres qui ont une répercussion qui est plutôt chronique. Alors, pourquoi on a traité cette question? Parce qu'en principe, au niveau de la TDM thoracique, on peut assister à plusieurs manifestations qu'on peut rencontrer au niveau pulmonaire lors d'un contexte d'hémopathie. Vous voyez sur ces 4 images différents aspects, différentes atteintes qu'on peut retrouver. Certaines, pardon, je vais juste mettre le pointeur. Certaines associent plus ou moins un verre dépoli, comme c'est le cas de ces 2 images-là. D'autres peuvent aussi mettre en évidence des condensations associées à du verre dépoli, et d'autres une atteinte infiltrative, réticulaire et micronodulaire. Alors pour ces 4 images, les diagnostics également ont été différents. Première image, elle correspondait à une hémorragie alvéolaire. La deuxième, c'était un contexte infectieux en rapport avec une pneumocystose. La troisième image, c'était en rapport avec une leucostase. Et la dernière, c'était en rapport avec une infiltration leucémique. Alors, on va aborder la question petit à petit et on va commencer par le premier cas. Il s'agit d'une jeune fille de 20 ans qui s'est présentée pour une toux chronique avec amaigrissement dans un contexte fébrile. Son scanner en fenêtre parenchymateuse pulmonaire. Et son scanner thoracique en fenêtre médiastinale. Est-ce que vous avez vu quelques anomalies sur ces deux acquisitions? Oui, sur la fenêtre parenchymateuse, on avait un foyer de condensation également, oui. Comment il est ce foyer de condensation? Il est siège d'excavation multiple, oui. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement supposer comme possibilité diagnostique devant cette atteinte-là? Je vous rappelle qu'elle présentait un contexte de toux avec fièvre et d'altération de l'état général. Une tuberculose éventuellement, oui. Et sur la fenêtre médiastinale, une pneumopathie à germe nécrosé, effectivement. Voilà les images récapitulatives. Il y avait effectivement un foyer de condensation qui est lobaire supérieur. Lobaire supérieur. Il n'y a pas vraiment de bombement scissural et il est partiellement excavé. Mais associé à ça, il y avait une masse qui est hétérogène et qui est au niveau médiastinal. Alors, devant l'association de ces 2 types d'atteintes, est-ce qu'on pourrait éventuellement retenir les étiologies qu'on a évoquées précédemment? Masse médiastinale, ça fait un tout petit peu compliquer les choses. Qu'est-ce qui peut caser avec les 2 types d'atteintes? Un lymphome éventuellement, oui. Alors, initialement, cette patiente sur cette TDM-là, elle avait consulté en privé, ils lui ont demandé, et vu la fièvre, etc., ils lui ont donné un traitement antibiotique et ils ont préféré contrôler après. Mais, entre-temps, la patiente nous était adressée un peu plus tard
Alors, on va dire que c'était à peu près 7 mois de différence. Et on a assisté à une nette progression de l'atteinte condensante lobaire supérieure, largement excavée. On note également qu'il y a une association à un nodule pulmonaire contralatéral et en fenêtre osseuse. On avait aussi une atteinte osseuse ostéolytique avec condensation à ce niveau-là, un épaississement des parties molles, donc en principe masse médiastinale, atteinte parenchymateuse pulmonaire, une lésion ostéolytique qui quand même préserve l'architecture osseuse, ça plaide plus en faveur plutôt d'un lymphome. Alors, on est revenu sur l'image antérieure, de l'examen antérieur, après avoir trouvé cette anomalie osseuse, et on a vérifié, et d'ailleurs ça a conforté la possibilité d'un lymphome, c'est qu'on avait une conservation plus ou moins de l'architecture osseuse sternale avec ostéocondensation et épaississement cortical à ce niveau-là. Donc, par la suite, la patiente était sur décision de RCP de faire une ponction biopsie transpariétale, et voilà son scanner le jour de la ponction biopsie transpariétale. On a une nette progression de l'atteinte condensante en bilatérale. Pardon, madame? À 1 mois d'intervalle. À 1 mois d'intervalle, oui, effectivement. À 1 mois d'intervalle. Alors, je vous rappelle que dans le temps où on avait attendu, soi-disant, le contrôle, elle avait fait un bilan infectieux avec gène expert négatif sur des expectorations, donc ça excluait déjà l'origine tuberculeuse. En fait, ils avaient craigné l'association entre une atteinte tuberculeuse parenchymateuse et une association à un lymphome. Mais en tout cas, la procédure a un tout petit peu traîné, et voilà la conséquence, une nette progression de l'atteinte parenchymateuse pulmonaire bilatérale et qui est excavée même au sein des nodules qu'on vient de voir tout à l'heure, et bien évidemment l'atteinte osseuse aussi. Alors sur décision de RCP, ils voulaient malgré ça éliminer l'éventualité d'une tuberculose, et ils ont préféré de faire une ponction biopsie sur les différents sites, osseuse, médiastinale et aussi parenchymateuse pulmonaire. La ponction biopsie parenchymateuse a été réalisée sur le processus pulmonaire, scano-guidé, et la ponction biopsie osseuse a été réalisée par voie éco-guidée, et l'histologie était en faveur d'un lymphome hodgkinien de type scléro-nodulaire. Alors, une petite mise au point concernant le lymphome pulmonaire. C'est une maladie lymphoproliférative maligne du poumon. On trouve une entité qui est très rare et qui est le lymphome pulmonaire primaire. Il est limité au poumon. Et, si vous voulez, le critère de diagnostic, c'est qu'il faut qu'on ait, pour dire que c'est un lymphome pulmonaire primitif, il faut qu'on ait une atteinte parenchymateuse pulmonaire isolée, au moins pendant 3 mois. C'est comme ça qu'on pourrait retenir l'éventualité d'un lymphome pulmonaire primitif, avec absence d'autres atteintes lymphomateuses, n'importe quel site ailleurs. Alors, il représente moins de 1% des lymphomes et 0,5% des tumeurs pulmonaires primitives. Elles sont dominées par le type B dans 95% des cas et par le type de bas grade dans 75% des cas. Et on en distingue comme entité concernant le lymphome pulmonaire primitif, le LNH de type Malte, surtout, et c'est la présentation histologique la plus fréquente. Le lymphome diffus à grandes cellules, qui est un peu plus rare, il représente à peu près 20% des atteintes lymphomateuses primitives. Une autre entité encore plus rare qui est la granulomatose lymphomatoïde, qui est encore rare. Et encore, lymphome primitif d'origine hodgkinien est très rare. Souvent, la fibroscopie peut faire le diagnostic. Déjà, dans la présentation où on a du bas grade, majoritairement, elle est normale. Donc la fibroscopie, elle est souvent normale, mais majoritairement dans le contexte de lymphome diffus ou de granulomatose lymphomatoïde, on peut faire le diagnostic aussi par fibroscopie. Alors, une autre entité ou une manifestation ou l'origine du lymphome pulmonaire, et qui est d'ailleurs la plus fréquente, c'est le lymphome pulmonaire secondaire. Il est le plus fréquent et c'est la manifestation systémique d'un LNH ou LH. Et l'atteinte pulmonaire est plus fréquente dans le LH, c'est-à-dire qu'on va trouver une extension parenchymateuse pulmonaire à partir d'un foyer, par exemple, médiastinal, beaucoup plus dans un contexte de LH, mais le LNH reste le lymphome le plus incident. Alors, ça va être une extension ganglionnaire ou une extension parenchymateuse pulmonaire à partir d'un foyer ganglionnaire iléromédiastinal ou une dissémination hématogène lymphatique. D'ailleurs, ce cas tiré de la littérature, il expose cette dissémination parenchymateuse pulmonaire
à partir d'une adénopathie médiastinale avec une extension par contiguïté par la visualisation d'un nodule intraparenchymateux. Alors, comment va se manifester le lymphome pulmonaire? Il y a plusieurs aspects radiologiques. Le premier et le plus souvent retrouvé, c'est beaucoup plus les nodules sous-pleuraux qui sont multiples dans 86% et surtout bilatéraux. Ils peuvent être à contours réguliers ou mal définis ou encore irréguliers dans le lymphome diffus. Et voilà une présentation TDM d'un lymphome sous forme nodulaire sous-pleurale périphérique. Un autre type de présentation du lymphome, c'est les condensations alvéolaires. Ces condensations peuvent être limitées ou étendues, elles peuvent être isolées ou multifocales, elles ont une progression qui est lente, elles présentent un vasculogramme au sein de la condensation et parfois on peut noter un verre dépoli périphérique. Il y a une autre particularité, c'est qu'il faut aussi rechercher la notion de bronchogramme au sein de ce foyer de condensation et on va le voir à quoi correspond plus ou moins ce bronchogramme qu'on voit aussi sur la fenêtre médiastinale. Une autre présentation du lymphome pulmonaire, c'est une masse qui peut être bien ou très infiltrante, comme c'est le cas de figure à ce niveau-là. Et majoritairement, cette présentation, elle se voit beaucoup plus dans les lymphomes diffus à grandes cellules. Autre type de présentation, c'est la lymphangite ou l'atteinte périlymphatique. Elle est surtout vue dans le lymphome pulmonaire secondaire et elle va se manifester comme tout type d'atteinte lymphangitique par des épaississements qui sont des épaississements septaux, qui sont nodulaires, qui sont irréguliers, comme le montre dans ces deux cas de figure. Et ça peut être retrouvé soit dans un lymphome hodgkinien ou dans un lymphome à grande cellule. Autre présentation scanographique du lymphome, c'est la forme excavée. Elle se voit surtout dans le LH, comme le cas de notre patiente, et elle se voit aussi, et elle peut aussi être vue dans le lymphome diffus à grande cellule. Quelques particularités selon le type histologique. Alors, pour le lymphome pulmonaire primitif de type MALT, on a dit que la présentation principale, c'est l'atteinte nodulaire, mais c'est une atteinte majoritairement qui peut être découverte fortuitement, puisque la majorité des lymphomes de MALT sont asymptomatiques. On va voir au sein des condensations, comme on a décrit, des vasculogrammes et aussi des bronchogrammes dilatés. C'est-à-dire que le bronchogramme qu'on va voir au sein de la condensation, il va être un tout petit peu élargi et c'est expliqué par une constatation histologique, c'est qu'au sein de ces foyers de condensation, on note une fibrose avec des pneumocytes autour des parois bronchiques. L'autre type ou la particularité du lymphome diffus à grande cellule, c'est comme on a vu, il peut se présenter sous forme d'une volumineuse masse, mais dans ce cas-là, c'est une volumineuse masse qui va être symptomatique. C'est un type histologique qui est plus retrouvé, qui est souvent retrouvé dans un contexte d'immunodépression ou d'une infection par Epstein-Barr virus. Le diagnostic est souvent par bronchoscopie puisqu'on aurait des atteintes visibles par bronchoscopie et ça peut être souvent à type d'une masse qui est volumineuse et qui peut être isolée ou à importante infiltration et associée aussi à de l'épanchement pleural et l'atteinte ganglionnaire n'est pas constante dans ce type-là. La troisième entité de lymphome pulmonaire primitif, et qui est très rare, je le rappelle encore une fois, c'est la granulomatose lymphomatoïde. Elle est souvent symptomatique. Ça reste quand même une atteinte qui a un pronostic un tout petit peu réservé. Et elle est souvent associée à des manifestations ORL, cutanées ou aussi neurologiques. Elle peut se manifester sous forme de nodules, de masses multiples ou excavées, avec un épaississement péribronchovasculaire. Cette atteinte, elle prédomine surtout aux bases. Des fois, elle peut se manifester sous forme d'une PID et dans cette entité-là, la présence d'adénopathie est souvent rencontrée. Autre particularité histologique, selon si on est dans un contexte pulmonaire de LH, pulmonaire primitif, c'est que l'atteinte est souvent nodulaire, unique ou multiple. D'ailleurs, c'est le cas, on ne va pas dire que c'est une atteinte qui est primitive, mais le cas de notre patiente, elle présentait plusieurs lésions nodulaires associées. On peut avoir aussi de l'excavation, mais jamais de calcification. Donc, il faut le noter comme élément négatif dans cette présentation. Il va s'associer à un infiltrat réticulo-nodulaire péribronchovasculaire, comme on a dit dans le contexte de présentation lymphangitique, et il atteint surtout avec une prédominance lobaire supérieure, comme c'était le cas de notre patiente. Et le pronostic ou quelques critères péjoratifs sur le scanner, c'est la présence d'une cavitation et d'une atteinte bilatérale, multilobaire ou pleurale. Pour le lymphome hodgkinien pulmonaire secondaire,
Il résulte souvent d'un envahissement par contiguïté. C'est des nodules qui sont multiples et bilatéraux, généralement entre 2 et 10 cm, mais souvent ils sont inférieurs à 3 cm. Ils ont des contours irréguliers et non calcifiés. Ils peuvent siéger d'une excavation. Il peut s'associer à un infiltrat réticulaire diffus. Pas de distribution particulière dans cette entité-là, contrairement au lymphome pulmonaire primitif. Et souvent, il est associé à une atteinte ganglionnaire, médiastinale et hilaire. Alors, on passe maintenant au deuxième cas. Il s'agit d'un patient de 61 ans. Il est suivi pour un LNH-B gastrique et il était adressé pour une TDM. Et voilà la constatation qu'on a retrouvée chez ce patient-là. Quels sont vos commentaires là-dessus? Alors? Condensation ou une masse. Une masse, oui. Contour spiculé, excavé, effectivement, oui. Une réaction pleurale ou une rétraction pleurale associée. Et voilà l'agrandissement de l'image qui montre tous les éléments que vous venez de dire. C'est une masse à contour lobulé, spiculé, excavé, avec rétraction pleurale associée. Et cette description-là, elle est en faveur de, a priori, pardon, métastase. Pardon. Une localisation d'un lymphome, puisqu'il est suivi pour un lymphome, oui. Un adénocarpe primitif. Un adénocarpe primitif, oui. Et une infection. Un adénocarpe primitif ou plutôt un épidermoïde. Oui, l'épidermoïde. Un épidermoïde, vu que l'excavation, comme ça, une masse qui est excavée, on peut aussi la voir dans un contexte de carcinome épidermoïde. Alors effectivement, sur cette constatation-là, et dans son bilan de lymphome, une TEP a été réalisée et elle a objectivé une lésion excavée du lobe inférieur droit qui est hypermétabolique à 17 SUVmax, un hypermétabolisme ganglionnaire médiastinal de 4 SUVmax, absence d'hypermétabolisme gastrique ou ailleurs, et la décision de la RCP, c'était une ponction biopsie transpariétale. Et voilà, une ponction biopsie transpariétale a été réalisée et l'histologie rapportait que c'était en rapport avec un carcinome épidermoïde peu différencié et invasif. Alors, il faut dire que dans un contexte de lymphome, il y a certains risques, entre autres le cancer pulmonaire. C'est une incidence qui est assez accrue de néoplasie secondaire en cas de LH surtout. Et le risque, il est multiplié fois 2 dans les 25 ans qui suivent le traitement. C'est-à-dire qu'un patient qui est suivi pour un lymphome, il a un risque qui peut être le double dans les 25 qui suivent le traitement pour son lymphome. Et le type de cancer majoritairement qu'on va retrouver, c'est surtout 5 types de cancers. C'est le cancer du sein, c'est le cancer du poumon, majoritairement le carcinome épidermoïde, c'est la leucémie aiguë, le lymphome non-Hodgkinien et les cancers gastro-intestinaux. Alors, parmi les facteurs de risque qui vont encore accroître ce risque de cancer, c'est, et surtout particulièrement par rapport au cancer du poumon, c'est le fait que le LH soit survenu entre un âge entre 31 et 60 ans et l'association aussi au tabagisme. Un autre risque qu'on peut aussi voir dans un contexte de lymphome, c'est l'infection. Alors, il faut dire que les lymphomes, que ce soit LH ou LNH, sont associés à un déficit de l'immunité humorale et qui vont occasionner et être plutôt propices à des infections à bactéries atypiques ou à des réactivations virales, surtout type herpès virus, ou aussi à des infections fongiques représentées particulièrement par les pneumocystes. Et certains traitements, surtout dans le contexte du LH, ils peuvent conduire à une neutropénie qui est courte, fiable, qui va aussi accentuer ce risque d'infection. Par contre, pour le LNH, il y a une autre particularité et qui est secondaire au risque d'infection rapporté par rapport à certains protocoles thérapeutiques. Il y a certains protocoles thérapeutiques qui vont aboutir à une neutropénie qui est courte et faible. D'autres protocoles thérapeutiques vont conduire à une diminution davantage du déficit et une aggravation davantage du déficit de l'immunité humorale associé à une neutropénie sévère et qui va favoriser les infections à bactéries atypiques, les réactivations virales, surtout l'herpès virus, et aussi les infections fongiques, entre autres le pneumocystose. Et d'autres protocoles thérapeutiques vont conduire à une décroissance rapide des lymphocytes B, des lymphocytes T et des natural killers qui vont donner une réactivation virale surtout du cytomégalovirus et de l'Epstein-Barr virus et encore une association aussi à des infections fongiques à type de pneumocystose. Alors, on a
si vous voulez, on a fermé plus ou moins le volet du lymphome et on passe à une autre entité. Est-ce que déjà cette image vous rappelle d'une hémopathie maligne particulière? Des globules rouges, des blastes, oui, effectivement. C'est un contexte de leucémie et maintenant on va aborder le volet des leucémies. Alors, le cas présent est celui d'une patiente de 40 ans. Elle est suivie pour LAM, elle est admise pour induction et elle présente une détresse respiratoire avec confusion. Voilà son scanner. Et les images récapitulatives. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Il y a du verre dépoli qui est diffus en bilatéral. Un épanchement pleural qui est associé, oui. Ça pourrait être en faveur d'eux. Une leucostase éventuellement, oui. Pourquoi la leucostase? Parce qu'on vient de... Certainement, c'est une entité qu'on va voir aussi mais en principe, exactement, c'est le plus fréquent en principe dans un incident urgent en contexte d'hémopathie maligne. Il y a des diagnostics qui l'ont le plus souvent retrouvé et d'autres qui sont plus rares. Donc, devant cette constatation-là, d'œdème pulmonaire bilatéral diffus, nodulaire par endroits, associé à de l'épanchement pleural, un OAP en premier lieu peut être évoqué. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics différentiels? La même présentation scanographique peut être retrouvée dans un contexte de infection éventuellement, oui. Pneumocystose éventuellement, oui. Quoi d'autre? Par ordre de fréquence. Une atteinte virale ou étiologie infectieuse. Mais quoi d'autre? Deux principaux diagnostics qu'on peut se mettre dans un contexte aigu avec de l'hémorragie alvéolaire. Alors, premier diagnostic à évoquer, c'est l'OAP, c'est la complication la plus fréquente. Alors, la patiente n'avait pas d'élargissement des cavités cardiaques, bien que l'OAP, c'est du verre dépoli en bilatéral associé à de l'épanchement pleural, avec élargissement des cavités cardiaques, bien que le fait de ne pas avoir d'élargissement cardiaque n'élimine pas l'éventualité d'un OAP. Alors, quoi d'autre? L'hémorragie alvéolaire. La patiente, en principe, n'a pas d'hémoptysie qui est extériorisée, mais là aussi, ça n'élimine pas, puisque on n'a pas, si vous voulez, il y a une grande entité d'hémoptysie qui n'est pas extériorisée. Mais il n'y avait pas d'hémoptysie dans le LBA, et qui est le diagnostic, qui porte le diagnostic de l'hémorragie alvéolaire. On a évoqué éventuellement la pneumopathie infectieuse, mais sans bilan infectiosité négative. Et vu qu'on avait une notion sur le taux de blast circulant qui était plus de 130 000, et avec écartement des autres éventualités, on avait retenu une leucostase parmi les atteintes leucémiques spécifiques. Voilà les images qui représentent et le diagnostic final qu'on a retenu. Alors, la leucostase, elle s'intègre parmi les pneumopathies spécifiques de la leucémie. Alors, 80% des pneumopathies intervenant ou survenant dans le cadre d'une leucémie, il faut dire que pneumopathie, on va la retrouver dans 80% des patients suivis pour une leucémie. Mais l'atteinte spécifique, elle est rare. Et on va voir par la suite. Alors, ça constitue les pneumopathies, tout type confondu ou toute étiologie confondue, ça constitue une cause majeure de mortalité. Et elle est liée souvent à des infections opportunistes, à de l'hémorragie alvéolaire, alors que l'atteinte pulmonaire spécifique ou l'atteinte directe, elle est rare. Et elle survient chez des patients qui sont en hyperleucocytose. Alors, il y a différentes entités de pneumopathie spécifique à la leucémie. On retrouve l'infiltration leucémique, et qui est le plus souvent, elle peut ne pas avoir de constatation radiologique. On peut trouver aussi une leucostase, une réaction hyperleucocytaire et une lyse cellulaire leucémique. Alors, pour ce qui est de la leucostase, elle est beaucoup plus retrouvée dans la LAM en phase blastique de la LMC. Majoritairement, elle est retrouvée quand on a un taux de leucocytes qui est supérieur à 100 000. Elle va être secondaire à une obstruction microvasculaire par les blastes. Elle peut être asymptomatique, ou entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë. La radiographie est souvent normale et la TDM peut objectiver des épaississements septaux, du verre dépoli, des condensations ou un œdème pulmonaire ou SDRA.
il faut connaître que la physiopathie de cette leucostase, c'est qu'il y a une accumulation de place dans la circulation, dans la microcirculation autour des alvéoles et qui va occasionner une hyperperméabilité de ces vaisseaux et de ce fait un œdème qui entoure les structures alvéolaires et c'est l'explication et la traduction aussi en imagerie. Alors voilà, du verre dépoli, des condensations, surtout dans un contexte de leucostase. Deuxième entité qu'on peut retrouver et qui est plus fréquente que la leucostase, c'est l'infiltration glycémique. Elle est secondaire à une infiltration extravasculaire dans ce cas-là, par les blastes. Et elle survient surtout au stade terminal, mais peut précéder le traitement. Elle touche tous les types de leucémie. La TDM est non spécifique, mais elle est évocatrice quand on a un contexte qui est particulier. Donc, quand on a un contexte de blast, de leucémie, etc., avec normalité des autres atteintes, normalité des autres bilans, c'est en faveur. Et le diagnostic est souvent confirmé par le lavage broncho-alvéolaire ou aussi la biopsie sous réserve d'un contexte qui permet éventuellement ce type de biopsie. L'infiltration leucémique, comment elle va se traduire sur le scanner, c'est surtout par des épaississements péribronchovasculaires et des septa interlobulaires, c'est par des nodules de disposition surtout centrolobulaires où elle peut aussi être aléatoire, ou par des plages en verre dépoli et des condensations fréquentes, mais souvent en péribronchovasculaire. Autre entité spécifique, et c'est la troisième entité d'atteinte spécifique lors de la leucémie, c'est la réaction hyperleucocytaire. C'est beaucoup plus un syndrome de détresse respiratoire aiguë et qui est parallèle à l'augmentation rapide des leucocytes et des plastes. Elle est souvent retrouvée dans un contexte de LAM et en phase blastique de LNC. Cette entité-là, elle peut être suspectée quand on a un temps de dédoublement de moins de 5 jours. C'est-à-dire qu'on a un dédoublement du taux de blast dans moins de 5 jours. Et cela va donner des foyers de condensation bilatéraux en imagerie. Autre entité ou type d'atteinte particulièrement vue dans la leucémie, c'est la pneumopathie de lyse cellulaire leucémique. Elle survient beaucoup plus chez des patients en hyperleucocytose de plus de 200 000 et surtout dans un contexte de LAL. Elle va donner une insuffisance respiratoire aiguë qui va survenir entre 10 heures et 3 jours du début de la chimiothérapie et c'est là qu'ils peuvent éventuellement poser le diagnostic et elle va être secondaire à une lyse massive des cellules leucémiques pulmonaires avec exsudat alvéolaire donnant une réaction inflammatoire aiguë et qui va se manifester du point de vue radiologique par un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et voilà un exemple tiré de la littérature d'une atteinte, d'une infiltration leucémique par enchymateuse pulmonaire, initialement avant l'introduction de la chimiothérapie. Après 48 heures de l'introduction de la chimiothérapie, l'atteinte nodulaire, elle s'est aggravée, elle est devenant un peu plus importante et un contrôle réalisé à 2 semaines après l'arrêt de la chimiothérapie note la nette régression de l'atteinte par enchymateuse pulmonaire en bilatéral. Alors, ces 4 entités qu'on vient de décrire, ça représente une atteinte qui est assez rare d'infiltration leucémique par enchymateuse pulmonaire. Il y a d'autres atteintes qui sont plus vues dans un contexte de leucémie, c'est les sarcomyéloïdes, qui majoritairement, c'est des présentations ou des masses surtout médiastinales et qui peuvent envahir le parenchyme pulmonaire, mais il y a de rares cas où on peut retrouver une atteinte ou un sarcomyéloïde en intraparenchymateux qui a plusieurs présentations et qui peut être à type de masse, de condensation alvéolaire, d'épaississement septaux. Alors masse comme on le voit sur cette image-là. Et on peut aussi retrouver des sarcomes myéloïdes endobranchiques. Toujours dans un contexte de leucémie, il y a... Pourquoi le contexte clinique Effectivement. Alors, dans un contexte de leucémie, il est obligatoire et il n'est pas du tout concevable d'interpréter un scanner sans qu'on ait des renseignements. Vous avez vu qu'un OAP, que de l'hémorragie alvéolaire peut avoir la même présentation. On ne pourrait pas éventualité une pneumopathie par lyse cellulaire si on n'a pas cette notion de chimiothérapie, quand est-ce qu'elle a été introduite. On ne pourrait pas éventuellement évoquer une réaction hyperleucocytaire si on n'a pas de notion de doublement. Donc, obligatoirement, et il faut quand même excuser les radiologues quand peut-être des fois ils vont donner des diagnostics qui sont un tout petit peu à côté vu qu'on n'a pas vraiment de contexte clinique qui peut plus ou moins nous orienter. Les taux de PNN est très important, même les sous-classes des PNN aussi. Ouais. Effectivement, Madame Boussavi. Alors maintenant, c'est des présentations encore plus urgentes et on va la commencer par ce cas. C'est une patiente de 39 ans qui est suivie pour LAM et qui se présente pour une douleur thoracique avec hémoptysie et rectorragie.
Et voilà des images claires récapitulatives de 100 scanners. C'est du verre dépoli diffus en pulmonaire bilatéral, oui. Oui, on sent qu'il y a présence de quelques micronodules. Alors, hémorragie, plutôt hémoptysie, avec du verre dépoli diffus. Et hémorragie alvéolaire en principe en premier lieu. Effectivement, alors, elle avait un contexte clinico-biologique vu la présence de l'hémoptysie et de la pancytopénie. On peut se permettre de dire que ça peut être associé ou secondaire plutôt à une hémorragie alvéolaire, et c'était confirmé par le LBA qui avait effectivement posé le diagnostic avec la présence de sang dans le LBA, et il a aussi permis le traitement de cette atteinte-là. On avait noté un nettoyage radiologique après le contrôle. Alors l'hémorragie alvéolaire est une complication pulmonaire aiguë lors des hémopathies malignes, surtout dans un contexte de leucémie. Elle est secondaire soit à une thrombopénie dans la majeure partie des cas ou à une allogreffe. Elle n'est pas toujours associée, et d'ailleurs c'est le mot-clé, c'est que si on n'a pas d'hémoptysie extériorisée, ça n'élimine pas l'éventualité d'une hémorragie alvéolaire. Et la TDM peut avoir plusieurs présentations à type de plage en verre dépoli, de condensation, surtout bilatérale, des réticulations, du crésipévine, et peut-être aussi des nodules en arbre en bourgeon peuvent être aussi notés, mais moins fréquemment. Alors, plusieurs présentations, comme on a dit, d'hémorragie alvéolaire. Ça peut être à type de verre dépoli patchy, ça peut être à type de crésipévine ou d'arbre en bourgeon, comme le montrent ces différents cas tirés de la littérature. On poursuit notre démarche avec un autre cas, patient de 24 ans, il est suivi pour LAM et il présente une neutropénie fébrile. Diagnostic avant le scanner. لازم je m'attends à scanner شوي يوري. L'intelligence humaine. Un foyer de condensation, oui. Un autre foyer de condensation. Oui, effectivement, c'est bilobert. Oui. C'est des foyers de condensation qui sont légèrement hétérogènes. Les images récapitulatives. Alors, pneumocystose toujours retenu. Alors, c'est des foyers de condensation, oui. On voit par endroit qu'il y a du bronchogramme aérien à ce niveau-là, comme vous le voyez, oui. Et c'est entouré de verres dépoli. Quel type de pneumopathie on peut évoquer? Condensation bilobaire. Alors, c'était tout simplement une pneumopathie droite d'origine infectieuse. Il faut dire quand même que les pneumopathies d'origine infectieuse peuvent être associées à du verre dépoli péri. Alors, un autre cas, c'est une patiente de 54 ans qui est suivie pour LAM sous chimiothérapie et actuellement, elle présente une neutropénie fébrile. On va y arriver puisqu'on la voit dans un contexte d'hémopathie. Alors, c'est des foyers de condensation pulmonaires bilatéraux associés à de l'infiltrat réticulo-micronodulaire par endroit. On le voit de façon diffuse à la totalité du parenchyme pulmonaire et on note au sein de foyers de condensation une composante qui est liquidée en son sein. Et avec le bilan infectieux qui était réalisé, on avait retenu une pneumonie qui est nécrosante. Autre cas, 32 ans, LAL, toux grasse fébrile.
les images clés. Malheureusement, ça a sauté. C'est effectivement des condensations nodulaires qui sont entourées de verre dépoli. Et d'ailleurs, ça a permis plus ou moins de soulever le diagnostic. C'est des condensations aussi qui sont entourées de verre dépoli. Pardon. Alors, des nodules ou des condensations nodulaires entourées de verre dépoli, siège de bronchorampe aérien par endroit, des condensations aussi, et on a noté la présence de plusieurs nodules qui sont entourés de verre dépoli. Qui dit verre dépoli, ça suspecte, entre autres, dans un contexte évocateur, une aspergillose pulmonaire angio-invasive. Alors, une petite mise au point concernant les atteintes infectieuses qu'on peut retrouver dans un contexte de leucémie, c'est surtout, et il y a une prévalence des infections qui sont communautaires, on peut retrouver des pneumonies bactériennes communautaires qui vont être manifestées par des condensations qui sont unilobaires. Il n'y a pas de bonbon scissural qui permet de faire le diagnostic différentiel avec d'autres entités. On peut aussi voir une atteinte infectieuse secondaire à des infections virales communautaires et particulièrement dans un contexte d'hémophilus influenzae, une présentation qui est un tout petit peu qui fait plus ou moins faire penser à cette atteinte-là, c'est un infiltrat qui est micronodulaire et des opacités qui sont périlobulaires. C'est beaucoup plus rencontré dans un contexte et c'est évocateur d'une pneumonie à hémophilus influenzae. On peut aussi voir une atteinte qui est sous forme de condensation excavée en rapport avec une pneumonie qui est nécrosante, majoritairement secondaire à un staphylocoque aureus, Klebsiella ou Pseudomonas. Et on peut aussi retrouver une atteinte micronodulaire, soit bronchée qui peut plaider en faveur d'une étiologie tuberculeuse, soit de répartition diffuse, témoignant d'une miliaire qui peut être soit d'origine tuberculeuse, soit secondaire à une varicelle, à de l'herpès ou à du cytomégalovirus. Alors il faut dire que cet aspect de pneumopathie qui est excavé associé à un bonbon scissural, majoritairement, comme a été dit sur la présentation du professeur Belgadir, c'est qu'en principe, quand on a un foyer de condensation avec un bonbon scissural, ça peut être beaucoup plus en faveur du tumeur, mais c'est une présentation qu'on peut aussi retrouver dans un contexte de Klebsiella. C'est particulièrement la principale pneumonie qui peut être associée à un bonbon scissural. Alors, les complications infectieuses pulmonaires lors de la leucémie peuvent aussi être favorisées par la neutropénie. Cette neutropénie peut être causée par la maladie elle-même ou par les traitements. Et les traitements, ils vont être variables selon le type de leucémie. Par exemple, dans un contexte de LAM, le traitement il consiste en l'administration d'anthracycline et d'aracyctine à dose importante, qui va donner une aplasie profonde de 14 jours. Et le protocole thérapeutique, il insiste, il est à base de la répétition de cette cure et qui va donner des aplasies sévères et itératives et qui vont occasionner la survenue et favoriser la survenue d'infections bactériennes qui sont assez sévères ou d'infections qui sont fongiques. Dans le contexte de LAA, le traitement il consiste en l'administration de corticothérapie de forte dose avec une succession d'agents cytotoxiques qui vont occasionner une neutropénie qui est profonde et prolongée, pas uniquement 14 jours, et qui va favoriser des infections bactériennes et des infections aussi fongiques. Et associé à ça, puisqu'on a aussi, dans le protocole thérapeutique, il inclut et la corticothérapie et des agents cytotoxiques, et ça va aussi donner une diminution de l'immunité humorale et cellulaire, et qui va favoriser avec ces deux types d'infections aussi, les infections virales. Dans le contexte de traitement de la leucémie par greffe de cellules souches, il y a deux protocoles en principe. On peut avoir une thérapie myéloablative par irradiation corporelle totale et qui va occasionner des infections virales, surtout le cytomégalovirus, ou on peut aussi donner des traitements qui sont myélosuppressifs ou myéloablatifs et qui vont favoriser surtout les infections fongiques, notamment la pneumocystose et l'aspergillose. Alors, on va un tout petit peu s'approfondir sur la neutropénie. Il y a deux stades en fonction des infections qu'on va voir selon le stade de la neutropénie. Dans le stade initial de la neutropénie, c'est-à-dire moins de 5 jours, les agents pathogènes les plus fréquents sont les coccigram positifs et surtout le staphylocoque aureus ou les BGN, surtout le Pseudomonas aeruginosa. Pour la phase tardive, c'est-à-dire au-delà de 5-7 jours, on aurait des infections fongiques, surtout aspergillaires, candidosiques, mucormycoses et zygomycoses. Alors, par rapport aux infections qui sont liées à la neutropénie, on a cité l'origine fongique.
Et comment on va suspecter cette étiologie fongique? C'est par la visualisation d'un signe du halo qui peut entourer un nodule, qui peut entourer une masse, comme le cas de notre patient, ou qui peut aussi entourer une condensation. Et d'ailleurs, c'était le cas chez notre patiente. Alors, le signe du halo, il faut dire que ce n'est pas un signe qui est spécifique. Il peut être vu dans un contexte d'aspergillose, de candidose, de cytomégalovirus, d'herpès simplex ou de zygomycose. Il peut aussi avoir une étiologie tumorale, comme c'est le contexte dans un contexte de kaposie, d'adénocarcinome ou de métastase d'angiosarcome. Et on peut aussi le retrouver dans certaines atteintes inflammatoires qui est éventuellement le Wegener. Alors, le halo, c'est un nodule ou une condensation qui est entouré d'un verre dépoli périphérique. Alors, ce qui est encore en faveur de l'infection aspergillaire invasive, c'est le signe du croissant. Et majoritairement, ce signe-là, il est vu après le traitement et à la sortie de neutropénie. Alors, autres signes qui peuvent plaider en faveur de l'origine fongique dans ce cas-là, c'est le halo inversé et qui va être vu sous forme de verre dépoli central entouré d'une condensation et qui va être plus évocateur d'infection à mycormycose. Et il peut être nodulaire, comme c'est le cas à ce niveau-là, ou il peut aussi être, c'est-à-dire nodulaire multifocal, ou être sous forme de présentation assez élargie. C'est le signe du halo inversé ou le signe de l'atoll. Alors, le cas suivant est celui d'un homme de 45 ans. Il est suivi pour ILAM et il se présente pour détresse respiratoire. Oui, du verre dépoli pulmonaire bilatéral, un épanchement bilatéral prédominant à droite, oui. Il y a aussi du crazy paving. La fenêtre médiastinale ne rapporte pas grand-chose. Voilà les images récapitulatives du verre dépoli, surtout central, avec du crazy paving, un infiltrat micronodulaire. Pardon? Un OAP, oui. Maintenant, ça se revenir. C'était en rapport avec une pneumocystose confirmée. Elle est là. Alors, la pneumocystose, parmi les complications infectieuses qu'on peut retrouver dans un contexte de leucémie, c'est la pneumocystose qui va se manifester par un verre dépoli associé à du crazy paving. C'est un verre dépoli qui est bilatéral, symétrique, à prédominance supérieure. Vous avez noté la prédominance supérieure chez le cas de notre patient. Et on peut retrouver aussi la notion de respect du cortex pulmonaire périphérique. C'est en faveur plus ou moins du diagnostic de pneumocystose. Il faut dire qu'on peut aussi retrouver des kystes au sein de cette verre dépoli, tout en sachant que la présence de kystes, elle est surtout retrouvée dans un contexte d'immunodépression secondaire au HIV. Donc la pneumocystose, on peut ne pas trouver de lésion kystique, surtout si ce n'est pas une HIV. Alors, la présentation atypique de pneumocystose, c'est les condensations qui peuvent être multiples. Plus rarement, c'est des condensations qui sont focales. Ça peut aussi se manifester par des nodules diffus, par un aspect de miliaire ou par un aspect d'infiltrat réticulaire. Alors, on a vu les infections bactériennes, on a vu les infections fongiques, on a vu les fongiques, c'est-à-dire aspergillaires, mucormycose et éventuellement la pneumocystose. Il y a aussi les hémopathies malignes, surtout les leucémies, sont propices aux pneumopathies virales et différents germes peuvent être vus. Et il faut dire que l'infection virale, elle peut avoir, pour le même virus, plusieurs présentations radiologiques ou une même présentation radiologique peut avoir secondaire à plusieurs types de virus. Donc, il n'y a pas de particularité spécifique, si ce n'est par rapport, par exemple, un contexte qui est, ou une manifestation qui est plus retrouvée dans un contexte de cytomégalovirus, c'est le verre dépoli associé à des condensations et à des réticulations. On peut aussi retrouver des nodules dans un contexte de cytomégalovirus. Et l'influenzé, le virus influenzé, c'est surtout des plages du verre dépoli qui sont diffus et qui sont bilatéraux et surtout périphériques. Alors, voilà un tableau qui résume plus ou moins les différentes atteintes infectieuses qu'on peut retrouver avec les particularités scanographiques les plus retrouvées dans l'une ou l'autre des étiologies. Et finalement, le diagnostic il est surtout posé par le LBA dans les différentes entités avec l'utilisation plus ou moins aussi de PCR.
je passe à une autre entité et qui est la leucémie lymphoïde chronique qui constitue aussi une entité d'hémopathie maligne. Là, la particularité de la pneumopathie dans la LLC, c'est qu'elle reste quand même l'atteinte la plus vue. C'est beaucoup plus des infiltrats interstitiels diffus bilatéraux ou des atteintes qui sont centrolobulaires en arbre à bourgeons et des fois aussi des épaississements péribroncovasculaires. Mais il faut dire dans un contexte de LLC, c'est aussi une association à une atteinte ganglionnaire assez importante. Là aussi, l'hémopathie maligne, il faut dire que toutes les hémopathies malignes, il y a un risque d'infection. Alors, particulièrement aussi dans la LLC, et c'est l'infection et l'agent pathogène, il va dépendre du type d'hémopathie et de type de thérapeutique qu'on va utiliser. Dans la LLC, elle va donner un déficit de l'immunité cellulaire et humorale associé à une hypogammaglobulémie avec un déficit de l'activation du complément et une diminution de la fonction des neutrophiles et des monocytes qui est prolongée et qui va favoriser les infections virales, éventuellement l'herpès virus, et les infections bactériennes à type de pneumocoque, d'hémophilus influenzae et aussi de méningocoque. Alors, la LLC aussi, elle présente un risque associé de cancer. Là, c'est beaucoup plus l'association à des néoplasies qui sont solides et surtout les principaux cancers qui peuvent être associés à un contexte de LLC, c'est le cancer du poumon qui peut être adénocarcinome ou carcinome épidermoïde ou les lésions et les cancers cutanés. Et il faut dire que les cancers pulmonaires, là aussi, ils sont indépendants de l'intoxication tabagique. Un autre volet ou une entité d'hémopathie maligne, c'est le myélome multiple. Et on va l'aborder par le cas suivant. C'est un patient de 54 ans, il est suivi pour myélome multiple, il présente une douleur thoracique aiguë avec des dédimères élevés et un angioscanner thoracique a été demandé. Alors je passe rapidement, dédimères élevés, ça suspecte une embolie pulmonaire et effectivement on avait un défaut d'opacification d'un vaisseau artériel à ce niveau-là et c'était en rapport avec une embolie pulmonaire. Alors dans un contexte de myélome multiple, les complications sont plus retrouvées que l'atteinte pulmonaire spécifique du myélome. Elle est prédominée par la maladie thromboembolique qui est assez vue dans cette entité-là. Elle est favorisée et elle est beaucoup plus dans la première année du diagnostic. Et le secondaire, soit à l'alitement, soit à la pose de cathéters centraux, etc. Et surtout à l'utilisation de certains traitements qui est par exemple le thalidomide, si je me rappelle bien. Et ça augmente x2 le risque de maladie thromboembolique veineuse, périphérique et aussi pulmonaire. Une autre atteinte pulmonaire qu'on peut retrouver dans un contexte de myélome, c'est les épanchements pleuraux qui peuvent avoir diverses causes comme l'infection, l'insuffisance cardiaque, l'amylose ou un syndrome néphrotique. Et on peut aussi dans cette catégorie-là voir aussi les infections pulmonaires et l'amylose pulmonaire. Alors là aussi, les infections sont jugées plus ou moins et conditionnées par le contexte. Le myélome multiple va donner un déficit de l'immunité humorale, une hypogammaglobulinémie et un déficit du complément qui va favoriser les infections bactériennes BGN et bacilles gram positives. Et certains protocoles thérapeutiques vont donner aussi une réactivation virale, notamment de l'herpès, ou occasionner une neutropénie majeure qui va aussi favoriser les infections fongiques. Un autre cas de myélome multiple tiré de la littérature qui est survenu chez un patient de 59 ans qui est suivi pour un myélome multiple et suite à une dyspnée et une symptomatologie respiratoire, le scanner a été réalisé et a retrouvé des condensations alvéolaires surtout lobaire inférieure droite avec de l'épanchement pleural bilatéral et le prélèvement a isolé l'hémophilus influenzae et c'était une pneumopathie à hémophilus influenzae. Parmi les atteintes pulmonaires spécifiques et que je rappelle encore une fois qui est rare, c'est l'atteinte pleurale. Elle est surtout vue par contiguïté et plus rarement on aurait un épanchement myélomateux avec isolation de plasmocytes au sein de l'épanchement, comme on voit à ce niveau-là, de l'épanchement avec de l'épaississement pleural plasmocytaire. Et on peut aussi voir dans d'exceptionnels cas une atteinte
thoracique spécifique au myélome sous forme de masse intra-parenchymateuse. Alors, le cas suivant est celui d'un patient de 55 ans qui est suivi pour hémopathie maligne et qui présente une dyspnée. Je n'ai pas spécifié le type d'hémopathie. Douleur thoracique. Pardon. Il a une atteinte osseuse, effectivement. Oui, et l'atteinte, l'hémopathie, c'était en rapport avec un myélome. Et il avait cette atteinte-là au niveau de la gouttière costo-vertébrale, qui est lobulée, qui est homogène. Pardon? Un plasmocytome où il est homogène, il n'y a pas vraiment de prise de contraste qui est intense. Majoritairement, les plasmocytomes, ils se rehaussent de façon assez intense en scanner. Une hématopoïèse, effectivement, extramédulaire, qui a été évoquée. Et ça ouvre la discussion vers les syndromes myéloprolifératifs, les néoplasies, ou plutôt les néoplasies myéloprolifératives. Il rejoint plusieurs entités, dont les principales retrouvées sont la LMC, la leucémie chronique neutrophilique, la maladie de Vaquez et la thrombocytémie essentielle. Alors, dans cette entité-là de syndrome myéloproliférative, il y a une atteinte, les principales atteintes pulmonaires décrites dans cette catégorie-là, c'est l'hématopoïèse extramédulaire. Alors, j'ai juste mis, c'est vrai que c'était un myélomyélisme, mais juste un myélome multiple, c'est juste pour illustrer plus ou moins l'aspect d'hématopoïèse extramédulaire. L'atteinte aussi qui peut être retrouvée dans un contexte de syndrome myéloprolifératif, c'est les embolies pulmonaires, l'HTA et la protéinose alvéolaire. Alors, pour ce qui est de l'hématopoïèse extramédulaire et la manifestation la plus retrouvée dans un contexte de syndrome myéloprolifératif, je vais passer sans rentrer dans les détails pour vous dire que c'est une conséquence d'une synthèse médulaire qui est insuffisante par n'importe quel processus, que ce soit par infiltration médulaire ou par anémie plus ou moins qui est chronique, et qui va aboutir à la formation d'îlots de production médulaire hors la moelle osseuse. C'est pour ça qu'on l'appelle hématopoïèse extramédulaire. Majoritairement, elle siège dans différents sites, c'est-à-dire plusieurs sites, surtout le système réticulo-endothélial, notamment le foie, la rate, les ganglions. Mais dans de rares cas, on peut aussi, déjà par exemple, pour cette entité-là qui est la présentation la plus typique, c'est des masses qui sont paravertébrales et qui sont surtout homogènes, à contour lobulé. Des fois, on peut avoir une composante graisseuse à l'intérieur et sur l'imagerie, on peut retrouver aussi l'atteinte osseuse, mais on peut aussi trouver une atteinte intraparenchymateuse secondaire à une hématopoïèse extramédulaire. C'est un cas tiré de la littérature et qui a sur la biopsie par voie bronchoscopique a objectivé des foyers d'hématopoïèse extramédulaire intraparenchymateux. Une autre manifestation qu'on peut retrouver dans un contexte de syndrome myéloprolifératif, c'est l'HTAP. Il y a plusieurs causes, des causes médicamenteuses, c'est-à-dire par toxicité secondaire à la chimiothérapie utilisée ou à l'immunothérapie utilisée. C'est le contexte de thrombophilie, c'est le contexte d'hyperviscosité sanguine qui est noté dans certains syndromes myéloprolifératifs. C'est des événements thromboemboliques qui sont répétés et qui favorisent la survenue de cette HTAP, et aussi des mécanismes hémodynamiques, et aussi l'association à une hématopoïèse extramédulaire intraparenchymateuse. Et il faut dire que le pronostic dans un syndrome myéloprolifératif associé à de l'HTAP, il est un tout petit peu réservé. Autre entité aussi, c'est l'embolie pulmonaire, et qui là aussi, elle est favorisée par plusieurs mécanismes, surtout un hématocrite qui est élevé, les événements thromboemboliques qui sont répétés, l'association à une thrombose veineuse aussi qui est répétée. Mais il faut dire que les événements thromboemboliques dans un contexte de syndrome myéloprolifératif, c'est beaucoup plus la fréquence des thromboses veineuses périphériques, des membres inférieurs, et aussi de l'embolie pulmonaire, et aussi des thromboses abdominales. Tous ces types de thromboses, c'est les plus fréquentes en cas de syndrome myéloprolifératif. Une autre entité qu'on peut retrouver dans un contexte de syndrome myéloprolifératif, c'est la protéinose alvéolaire. Qui dit protéinose alvéolaire, d'ailleurs il y a plusieurs entités primaires
ou secondaire. Et dans la secondaire, on trouve le syndrome myéloprolifératif qui va se manifester du point de vue scanographique par du crazy paving. Et le diagnostic, il va être fait par, sur l'histologie par matériel alvéolaire PAS positif. Alors maintenant, infection, leucémie, myélome, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va passer aux complications. Alors, avec tout le poids de la pathologie elle-même, on va voir ici les complications qu'on peut rencontrer en cours d'hémopathie maligne. Alors, on va procéder au premier cas, qui est celui d'un homme de 52 ans. Il est suivi pour lymphome de Hodgkin et il se présente pour une dyspnée et douleur thoracique avec toux sèche. Tu l'as reconnu, docteur Amseka, non? TDM thoracique du 16-12-2024. Les images clés du rayon de miel. Je vous rappelle que c'est un patient qui est tabagique. Alors, si vous allez dire que, par exemple, à ce niveau-là, c'est du rayon de miel, il n'y a pas vraiment de limitation des lésions kystiques. Le rayon de miel, il faut avoir une paroi qui est mieux visible autour des lésions kystiques. C'est de l'emphysème qui est remanié, et associé à de l'emphysème, on a... Il y a du verre dépoli. Il y a des réticulations, oui. Des réticulations à prédominance... on va dire dans le plan axial. Est-ce qu'on est dans le centre ou dans la périphérie du poumon? C'est dans la périphérie, donc c'est une réticulation qui est majoritairement sous-pleurale, oui. Il y a des bronchiectasies qu'on voit bien sur les reconstructions, et c'était en rapport avec comment vous allez regrouper ces différentes atteintes sémiologiques. C'est une atteinte interstitielle, atteinte infiltrante diffuse, oui. Et on a retourné sur l'historique du patient. Il était suivi depuis 2019 pour un LNH sur biopsie ganglionnaire cervicale. Il avait eu un protocole de 5 cures d'AVBD, c'est-à-dire, ce protocole-là, ce n'est pas la peine que je le répète, plusieurs protocoles. Et on a noté, il avait un problème sur son premier scanner. Ils ont modifié le traitement. Et il faut dire que dans son traitement, on va voir qu'il y a 2 molécules qui sont incriminées dans la constitution d'une pneumopathie toxique ou médicamenteuse, et qui est la bléomycine et la gemcitabine. Voilà son imagerie antérieure initialement qui a mentionné l'atteinte interstitielle pulmonaire bilatérale et qui a fait changer le protocole thérapeutique. Et voilà les images. Après à peu près 5 ans de recul, il y a une progression plus ou moins de la PID de ce patient. Alors, ceci dit, que le diagnostic de toxicité médicamenteuse, vu que le patient avait 2 molécules qui sont les plus incriminées dans la présence de PID, et ça ouvre plus ou moins la réflexion par rapport aux pneumopathies médicamenteuses qui peuvent avoir, du point de vue radiologique, plusieurs présentations et plusieurs manifestations scanographiques. C'est surtout une fibrose pulmonaire, majoritairement une PINS. Ça peut être aussi une PHS, c'est-à-dire une pneumopathie d'hypersensibilité. Ça peut être un SDRA avec des lésions alvéolaires et des condensations alvéolaires qui sont diffuses. Ça peut être un type de BOUP ou bronchiolite oblitérante avec pneumonie organisée. Ça peut être aussi de l'hémorragie alvéolaire. Et le diagnostic de PID, il est retenu sur DMD. Autre complication qui peut survenir lors du traitement d'un patient qui a une hémopathie maligne, c'est les pneumopathies radiques, et qui vont là, dans un contexte surtout de lymphome, surtout Hodgkinien par exemple, les foyers de pneumopathie vont siéger surtout dans le champ d'irradiation. On peut avoir des foyers ailleurs des champs d'irradiation, mais majoritairement dans un LH, c'est surtout des foyers dans le trajet ou dans l'air de l'irradiation. Et il faut distinguer 2 types. Il y a une atteinte qui est précoce et qui est majoritairement résolutive, et une phase tardive qui va se manifester par une fibrose. Autre complication du traitement ou une autre association et complication retrouvée dans le cadre d'une hémopathie, c'est la sarcoïdose et la sarcoïdose-like, et qui va être vu sous forme d'infiltrat réticulo-micronodulaire de disposition péribroncovasculaire. Et il faut dire qu'il est incriminé le rôle de l'interféron alpha et de l'interleukine gamma.
Elle reste diagnostic difficile parce qu'il y a une similitude et on ne sait pas si c'est une sarcoïdose-like ou éventuellement une infiltration lymphomateuse, comme on a dit, lymphangitique dans un contexte de lymphome. Ça reste quand même une difficulté diagnostique. Et il faut dire que la TDM n'est pas spécifique pour le diagnostic. Il y a certains auteurs qui ont décrit l'utilisation de colloïdes soufrés, si je me rappelle bien, dans la scintigraphie pour faire la part des choses entre les atteintes lymphomateuses et les atteintes sarcoïdosiques. Un autre cas tiré de la littérature, 2 complications post-thérapeutiques, patient suivi pour LMC et qui présente une dyspnée. Voilà sa radiographie et voilà sa TDM thoracique. 2 images, rapidement. On peut les pris en expiration. Non. Il est pris en expiration, c'est vrai. Mais n'empêche. Expiration pour mieux mettre en évidence les anomalies. Oui, il y a un épanchement pleural. Il y a des épaississements septoyens. Oui, effectivement. Il y a du verre dépoli. Sur la radiographie standard, c'est vrai qu'il est en expiration, mais élargissement des cavités cardiaques, première étiologie à évoquer, c'est un OLP. Effectivement, l'OLP, c'est parmi les complications les plus retrouvées après traitement dans un contexte d'hémopathie maligne. Un autre cas, patient de 58 ans, il est suivi pour leucémie lymphoïde chronique depuis 13 ans. Il présente des foyers alvéolaires récidivants et la TDM. Une image, comment on décrit les anomalies retrouvées. C'est des foyers de condensation qui sont bilatéraux, oui, qui sont multiples quand même. Bon, très dense. Très dense, répartition. Basale, oui. Postérieure, sous-pleurale. Et ça suit quand même la courbure pleurale. La radiographie initiale, réalisée initialement, elle montre bien ces anomalies avec des condensations qui sont multifocales, prédominance basale. Et il faut dire que c'était une radiographie avant la corticothérapie et après sa corticothérapie. C'est une pneumopathie organisée vu la régression partielle de l'atteinte et qui répond à la corticothérapie. Donc la pneumopathie organisée aussi peut être vue dans un contexte où compliquant un traitement d'hémopathie maligne. Elle est beaucoup plus vue dans un contexte de syndrome de Greffon versus Lott, c'est ça? Alors, c'est un tableau de pneumonie qui est récurrente, c'est-à-dire que c'est une pneumonie et des foyers de condensation qui vont être récidivants plus ou moins, et qui peuvent être migratoires et qui peuvent être résolutifs spontanément ou surtout après corticothérapie. Et la TDM, elle peut montrer soit des foyers de condensation qui sont alvéolaires bilatéraux, en patchy comme on dit, de localisation surtout périphérique et parallèle au trajet de la plèvre. Ça peut aussi se manifester sous forme de verre dépoli avec micronodules et réticulation. Il y a une prédominance basale de l'atteinte et on peut aussi trouver des condensations qui sont péribroncovasculaires, périlobaires. Et il faut dire que cette présentation-là, elle peut faire le diagnostic différentiel avec une pince. Donc l'atteinte péribroncovasculaire, si elle est surtout en verre dépoli, elle peut poser le diagnostic différentiel avec une pince. Et elle peut aussi se manifester, dans certains cas, par le signe du halo inversé. Et il faut quand même éliminer l'origine infectieuse. Alors, dans un contexte particulier de traitement ou de complications survenues dans un contexte d'hémopathie maligne, il y a des complications qui vont survenir après greffe de cellules souches et il faut distinguer plusieurs phases après la greffe de cellules souches. Il y a une phase qui est initiale à peu près de 1 mois où on va trouver surtout la prépondérance de l'œdème pulmonaire, du syndrome du greffon contre l'hôte, de l'hémorragie alvéolaire, de pneumopathie interstitielle idiopathique et une deuxième phase, c'est la phase précoce post-greffe de cellules souches où on va voir surtout qui déjà se voit entre 1 mois et 3 mois de la greffe de cellules souches dominée par les pneumopathies interstitielles idiopathiques et qui sont souvent mortelles ou du syndrome du greffon contre l'hôte. Et après 3 mois, il y a d'autres types d'atteintes qui peuvent compliquer le traitement par greffe de cellules souches qui sont la bronchiolite oblitérante et la pneumonie organisée. Et cette période-là, elle va durer de 3 mois et 12 mois. Alors, je vous invite à lire cet article. Plus ou moins, il résume et il rapporte le maximum d'atteintes parenchymateuses pulmonaires qui peuvent être retrouvées dans les complications, surtout dans un contexte de greffe. Il y a plusieurs types d'atteintes et plusieurs de syndromes qui sont associés.
c'est la bronchiolite oblitérante, c'est le trali, c'est le GCSF, c'est-à-dire une détresse respiratoire secondaire à ce type de traitement, et aussi l'ATRA, qui est secondaire à l'introduction de l'acide rétinoïque. Et tous eux pouvaient avoir une manifestation radiologique qui est plus ou moins particulière, mais c'est surtout le contexte clinique et la phase après la greffe de cellules souches. Alors, on va faire un tout petit peu résumer tous les types d'atteintes qu'on peut retrouver dans un contexte de pneumopathie infiltrante, dans un contexte d'hémopathie. Il y a les causes non infectieuses et les causes infectieuses. Dans les causes infectieuses, on avait plusieurs entités et il y a plusieurs présentations sur le scanner. Et aussi, dans l'atteinte infectieuse, je souligne la prévalence des infections virales, surtout cytomégalovirus, surtout l'herpès simplex, et l'infection fongique qui est la gyrovéscie, la pneumocystose gyrovéscie, et aussi l'infection bactérienne par Legionella ou Mycoplasma. Et des constatations scanographiques, plus ou moins selon le pattern qu'on va retrouver sur le scanner, quelle atteinte on peut retrouver. Si on est dans un contexte de crise pévine, on pourrait éventuellement évoquer soit une pneumocystose, soit une lipoprotéinose alvéolaire, soit une pneumopathie médicamenteuse ou une hémorragie aussi alvéolaire. Si on a une condensation alvéolaire avec du bronchogramme, ça peut aussi être une lésion tumorale, mais ça peut aussi être une pneumonie franche lobaire. Si on a des condensations nodulaires ou multiples, plusieurs types d'atteintes peuvent être résumés selon si on est dans le contexte infectieux ou aussi il faut penser au contexte d'embolie septique, surtout quand on a des cathéters centraux qui peuvent être surinfectés et qui vont donner aussi des emboles septiques. Et si on a du verre dépoli prédominant, il faut penser initialement à l'hémorragie alvéolaire, il faut penser à l'OAP, il faut penser aux pneumopathies virales, il faut penser aussi, selon le début progressif des symptômes, l'hypoxémie et l'absence ou répond antibiotique conventionnel à certains types de pneumopathies virales, spécialement la pneumocystose. Alors, quelques messages clés. On ne peut pas interpréter un scanner dans un contexte, d'ailleurs c'est la règle pour tout, mais spécialement dans l'hémopathie maligne, sans avoir des données cliniques qui sont précises et détaillées, des données biologiques et histologiques détaillées, et aussi le protocole thérapeutique détaillé. C'est comme ça qu'on pourrait arriver finalement à un diagnostic qui est le plus précis. Et je vous remercie en vous.